Pourquoi est-on ensemble aujourd'hui sur ce sujet? Bien, parce que sur l'idée de l'électrification, il vaut mieux entendre de la bouche de véritables spécialistes des propos réalistes que de subir les multiples contradictions qu'on lit tous les jours dans les médias, dont je fais partie. Je dois le dire, c'est très compliqué de s'y retrouver, même quand on est un professionnel de l'automobile, il faut bien le dire. Alors, je voudrais qu'on commence par des définitions pour être clair entre nous. Quelle technologie recouvre au juste l'électrification? On est un des rares groupes et parmi les rares constructeurs à offrir toutes ces technologies dès aujourd'hui sur le marché mondial, européen et français. En l'occurrence, en ce qui concerne Kia, on a aujourd'hui dans la gamme du micro-hybride, donc mild hybride, qu'on a sur le Sportage, qui a été introduit cette année. Et dans le cours de l'année prochaine, on aura 3 à 4 véhicules qui vont être micro-hybridés. On a de l'hybride full hybride qu'on a sur le Niro. En fait, le Niro, lui, va représenter 3 technologies, donc qui est un crossover du segment C. On va bientôt l'appeler de l'hybride rechargeable et du pur électrique. Et on a un autre véhicule, le Soul, qui est pur électrique. Donc aujourd'hui, en pur électrique, on va jusqu'à 455 km d'autonomie. Donc on est parmi les plus 10 ans et les mieux 10 ans sur le marché. Et notre cousin offre déjà de l'hydrogène. Et ça sera le cas sous 2 ans pour Kia sur le marché européen. On a commencé assez tôt, en 2013, même pour le pur électrique, pour parler de pur électrique, en 2009 pour la partie hybride. Et donc en fait, on a une feuille de route, mais qui s'installe plus au niveau mondial que européen bien sûr, mais français aussi. Et donc on va développer, alors on a aujourd'hui un peu moins d'une dizaine de véhicules électrifiés. Et l'idée, c'est d'en sortir 25 d'ici 2023. Pour proposer toute la gamme actuelle en variante électrique, hybride, thermique, etc. Donc les modèles seront là, il faudra aussi que les clients soient là, parce qu'en fait on peut proposer des véhicules à la route. Ça, c'est un vrai problème. Il faut aussi que la demande client soit là, parce qu'on veut bien immatriculer les voitures que les clients vont venir acheter. Parce que il faut pouvoir piloter ces ventes. Aussi parce que c'est un mode de distribution différent, les vendeurs sont peut-être moins habitués à vendre cette technologie, donc ils peuvent plus facilement se replier sur du thermique. Donc c'est une vraie démarche complète d'entreprise. Il faut des modèles, évidemment, mais il faut un réseau qui soit prêt, des clients qui soient prêts, une infrastructure. Donc c'est vraiment assez complexe. On n'est pas juste au niveau du produit. Est-ce que les constructeurs français sont prêts aujourd'hui? Écoutez, je dirais pour mon salaire futur, heureusement. Je crois que c'est un peu la remarque pour tous les constructeurs. C'est le salaire de la peur en ce moment. Le salaire de la peur, mais s'il y a 5-6 ans, les plans produits n'avaient pas été lancés, à partir de janvier, c'est fini. On est dans des moments que l'automobile sait surmonter. Je crois qu'il faut arrêter avec les histoires de dire les disruptions qui vont tuer tout le monde. Non, on a vécu le crack pétrolier de 73, c'était quand même quelque chose. Là, on est aussi dans un nouveau passage. Il y a ceux qui vont passer, ceux qui ne passeront pas. Et derrière, je crois que ça a été très bien expliqué par mes 2 collègues de Kia et de BMW, c'est que vous devez avoir une gamme de véhicules électrifiés. Il n'en faut pas un seul. J'ai un de mes adhérents qui, pendant très longtemps, était le seul à avoir un véhicule électrifié. Renault. Donc c'est Renault depuis 2011 ans, avec la Zoé. Avec sa Zoé, puis après les Kangoo ZE. Donc ils ont quand même essuyé les plâtres. Maintenant, lorsque vous regardez les programmes, il me semble que l'année prochaine, il y a 13 modèles électrifiés en vente sur le marché français. Et je crois que ça double ou triple dans les 2 années qui arrivent. On connaît, malheureusement c'est un peu banal ce que je vais dire, les freins du véhicule électrique qui sont le prix, vous l'avez cité, qui sont également pas vraiment l'autonomie, parce que François Roudier vient de le dire, au fond l'autonomie c'est pas un problème si on a de quoi charger. Vous savez, on peut très bien charger le soir en branchant sa prise chez soi, mais quand on n'a pas de prise chez soi, parce que... Vous savez, on peut prendre une analogie pour ceux qui sont motards. Quand on est motard, en général, on fait moins de 200 km avant d'aller faire le plein. Sauf qu'il y a des stations partout et qu'on fait le plein en 2 minutes. C'est tout à fait exact. Il y a plus de prises de courant en France que de stations-service de pétrole. Voilà. Aujourd'hui, le nombre de stations-service a dépassé, de stations électriques a dépassé le nombre de stations-service. Il y a 27 000 bornes de charge contre 11 000 stations-service. Mais la seule différence, c'est que vous chargez une voiture à essence en 4 minutes, mais vous chargez une voiture électrique, comme l'a dit François, il y a très peu de bornes qui chargent en 20 minutes et l'essentiel des bornes, c'est plutôt 3 heures, si c'est en accéléré ou en rapide. Alors aujourd'hui, le grand combat qu'on va évidemment mettre en avant à l'occasion d'Electric Road à Bordeaux, c'est l'accélération vertigineuse, et croyez-moi, les acteurs sont quand même tous sur le terrain,
personne ne s'est endormi actuellement sur la mise en place des bornes de charge avec les grands réseaux comme NewMotion, comme Ionity, comme EasyVia, etc., qui sont en train de faire une course contre la montre, parce que derrière, il y a les constructeurs qui sont là et qui ont des parcs qui commencent à se remplir en disant, alors on peut vendre, on peut vendre. Quand est-ce qu'on vend? On va vendre quand on pourra charger. Ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est que dans l'électrification, il faut regarder l'usage des voitures. En fait, tout le monde n'a pas besoin de rouler en voiture pure électrique tous les jours. Les gens ont des besoins différents. Si vous êtes père de famille ou si vous êtes professionnel, si vous êtes allemand ou américain, si vous faites des grandes routes ou si vous faites des petites routes, vous n'avez pas les mêmes besoins. Et donc, on a besoin d'un nombre de solutions de voitures assez différentes adaptées à l'usage. Et en fait, les technologies d'électrification répondent à l'usage de façon variée. Donc le micro-hybride, le mild-hybrid, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ça permet d'avoir des offres complètes. Et je pense que quand Kia a présenté sa gamme tout à l'heure, ils ont bien compris, ils ont une gamme complète pour répondre à tous les usages, les petites, les grosses, les moyennes. Tout ça va exister pour vous? Il n'y a pas une technologie qui va supplanter l'autre? Je pense que vu l'enjeu de... Alors, il n'y a pas de 2020. L'enjeu de 2020, il est salé, mais alors, il y a 2025 et 2030 qui arrivent derrière qui vont être encore plus salés. Et il y a besoin d'absolument tout. Et il ne faut pas essayer d'opposer une technologie par rapport à une autre. Tout est bon pour autant que ça va dans le bon sens. Le mix diesel était à 34% à la fin de l'année 2018. À la fin septembre, il est toujours de 34%. Oui, donc ça y est, il est stabilisé. On a atteint un plancher pour deux raisons. D'abord, vous n'arrêtez pas le diesel comme on arrêterait de fumer chez Kia. Non, on a arrêté le diesel sur les petits véhicules parce que économiquement parlant, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce sont en général pas des gros rouleurs et de surcroît, la mise aux normes anti-pollution des diesels coûte très cher, donc par rapport au prix du véhicule, il n'y a plus de logique économique. Mais il y a encore des gens qui en ont besoin. Le diesel a encore un intérêt. Et après, on va dire aussi qu'on a parfois des décisions qui sont un peu schizophréniques, on en parlait ensemble. C'est que de toute façon, nous sommes mesurés en termes de CO2. Oui, bien sûr. Entre un moteur essence et un moteur diesel, qu'on le veuille ou non, le diesel est meilleur en CO2. Alors, sauf quand on a l'hybridation de Valeo. Mais c'est pareil, parce que dans les deux cas, vous allez à peu près avec un micro-hybride. Nous, on gagne 10 grammes sur un diesel et à peu près aussi 10 grammes sur un essence. Donc en fait, la micro-hybridation fait baisser, mais l'essence reste toujours au-dessus du diesel à véhicule équivalent. Donc on est contraint de le faire aussi, parce que si on se met à faire que des essences, c'est d'ailleurs une remarque qui a été faite par certains observateurs extérieurs, de dire « Ah oui, mais la moyenne de CO2 remonte en France ». Bah oui, vous n'avez pas arrêté de dire aux clients que c'était scandaleux d'acheter un moteur diesel. Donc pour certains d'entre eux, ils ont été attentifs. Elle a remonté pendant 2 ans et puis elle recommence à descendre. Voilà. Donc tout juste, on aura tous encore besoin et on n'a pas vocation à arrêter le diesel dans les années qui viennent, mais il va être micro-hybridé comme la plupart des moteurs. Après, il faut aussi se poser la question de la rentabilité, parce que le volume va augmenter, mais enfin, il ne va pas doubler. Et derrière, la multiplicité des technologies fait qu'il faut trouver des produits abordables, ce qui n'est pas évident sur des nouvelles technologies sur lesquelles il faut investir. On investit 7 milliards d'euros en R&D, c'est énorme, on n'a jamais investi autant, mais il faut pouvoir s'y retrouver derrière. Donc oui, il y a beaucoup de technologies, mais il faut essayer de trouver un équilibre économique. Daimler vient d'annoncer qu'il cessait toute recherche, et je dis bien recherche, sur les moteurs thermiques, purement thermiques, pour justement investir à 110% dans l'électrification. Donc ça laisse à réfléchir sur ce qui va se passer un peu plus tard, et c'est bien l'objet de cette conférence.